Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 171e édition qui est consacrée aux dernières nouvelles Star Wars. Je suis JF et pour discuter de toutes ces nouvelles, je suis accompagné de Julien. Bonsoir Julien. Salut JF, salut tout le monde. Et de Fabien. Bonsoir Fabien. Salut Jeff, salut tout le monde. Et d'une nouvelle co-animatrice pour notre équipe du Québec, Cécilie. Bonsoir Cécilie. Salut à tous. Alors, messieurs, madame, que s'est-il passé pour vous côté Star Wars et côté Geeks dernièrement? Donc, Cécilie, je vais commencer avec toi pour que tu nous introduises un peu ton background Star Wars. J'en profite d'abord pour dire bienvenue Cécilie, puisque c'est ta première émission avec nous. Merci. Oui. Dans le fond, j'ai commencé, j'avais 3 ans. Mon père, il me présentait les films de Star Wars, c'était les originaux avant même que les prequels soient sortis. Et je suis fan depuis cet âge-là. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, à lire les romans et faire un peu trop de collection pour mon portefeuille, malheureusement. Ces temps-ci, je joue surtout à Battlefront sur PC. J'essaie de rejouer le premier. Je joue au deuxième, c'est plus le deuxième que je joue, mais le premier... je sais pas, on dirait que la façon de jouer m'intéresse plus. Sinon, côté geek, je suis dans les Marvel ces temps-ci. J'essaie de me les retaper un peu parce que j'en ai manqué quelques-uns. Les films ou les comics? Ah, les films. Ça serait les comics, ça l'aurait pas fini. Ouais, c'est ça. Il m'en manque juste quelques-uns. Puis pour les romans, je suis en train de lire Master and Apprentice. Je suis un peu en retard dans les romans de Star Wars. Mais pour ce roman-là, je dirais que je suis un peu déçue. Je m'attendais à mieux, honnêtement. C'est pas mon préféré. Mon préféré, ça va rester Ahsoka, qui est mon personnage préféré féminin de Star Wars. Donc, c'est ça. Ah, excellent. Ben, bienvenue dans l'équipe. Merci. Alors, on va passer à Julien. Toi, Oui. quoi de neuf? Quoi de neuf de mon côté niveau Star Wars? Je te dirais que pas forcément grand-chose. J'ai continué, je me suis remis dans les BD qu'on appelle les BD non canoniques, donc les BD Legend, où j'ai continué les Clone Wars. Donc c'est les BD blanches, avec c'est pas mal les seuls que je vois qui sont blanches en fait. Donc c'est pas mal l'histoire des Clone Wars. Là je suis au volume 2. C'est sympathique, ça fait partie de ces séries qui apparemment sont parmi les plus aimées, donc je suis dessus, je suis en train de les lire, ça continue. Et puis c'est pas mal ça, j'ai commencé à regarder les Résistances pour me remettre un peu dedans. Et puis pour me préparer doucement un peu ce qui arrive par la suite, là, parce que j'étais un peu en retard sur les Résistances. Donc je suis un peu là-dessus en ce moment. Est-ce que tu l'aimes mieux que tu l'aimais au début? Ben en fait, il a le même syndrome. Je te dirais qu'il a le même syndrome que tous les animés, je dirais Star Wars, qui est que les premiers épisodes, voire la première saison, est très enfantine. Le problème avec Résistance, c'est qu'il n'y a pas tant de saisons que ça qui permettent de le faire décoller vers un truc un peu plus mature. Mais non, ça reste pour moi, il reste pour moi un cran derrière Rebels et Clone Wars sans souci. Ouais, mais je sais pas si tu l'as vu jusqu'à la fin, mais tu vas voir comme les 2 derniers épisodes, c'est comme la qualité, ça monte là. D'ailleurs, ouais, il serait temps qu'on fasse ce fameux épisode de Star Wars en direct Résistance sur la deuxième partie, parce qu'on en avait enregistré un sur les tout premiers épisodes, mais on n'a jamais été... En fait, ça nous avait un peu découragé, puis on avait tous regardé la fin, mais on n'avait pas enregistré le podcast, fait que va falloir que ça arrive. C'est vrai, hein? Ouais. Ben voilà, attendez, j'arrive. Moi le premier, parce que j'avais dit que je m'en occuperais, puis je l'ai pas fait, alors... Ouais, non. Parfait. Il y a notre suprême leader qui nous dit oui, il faudrait bien qu'on le fasse avant la saison 2. Oui, Danny, on va essayer de faire ça avant la saison 2. Ouais. On se fait Ça tombe taper bien sur les parce doigts. que la saison 1 sort en DVD bientôt, comme on va parler plus tard. C'est donc, Excellent. C'est tout, Julien?
Oui, ben, on va en reparler après, mais j'avoue que Fantasy Flight Games, malgré que j'aime pas vraiment cet éditeur, est en train de me titiller le portefeuille avec le pack C'est dégueulasse. séparatiste et Clone Wars de Star Wars Legion. Là, ils ont présenté 2 nouvelles extensions et je suis en train de sombrer. Je suis quelqu'un de faible à ce niveau-là. Et je pense que mon portefeuille et mon banquier vont me détester. Mais c'est pas grave. Ouais. Je revendrai mon 2e rein. Je crois qu'ils ont découvert que Legion, c'est leur nouvelle vache à lait. Ouais, enfin, je crois surtout qu'ils ont compris qu'on pouvait faire enfin, parce que là, ce qui va être bien, c'est qu'avec les clones, on va pouvoir faire autre chose que du blanc, puisqu'on va pouvoir leur mettre des traits dessus. Ce qui est pas forcément évident avec une armée impériale. Non, exact. Excellent. Et toi, Fabien, de ton côté? Alors moi, vous êtes prêts parce que il va être un peu long. En l'occurrence, mon WhatsApp est assez gros en fait. Bon, je vais faire rapide sur certains trucs, mais on va dire que j'ai 2 gros actus Star Wars. La première, elle date de mercredi dernier puisque je me suis fait tatouer. Je me suis fait tatouer un peu avec des petits vaisseaux sur le bras droit. C'est un projet que j'avais depuis longtemps en fait, de me faire tatouer Star Wars, enfin pas que Star Wars, de me faire tatouer, mais j'ai rajouté la petite touche Star Wars en fait avec un vaisseau de X-Wing et des silhouettes de vaisseaux de Y-Wing et de A-Wing. Tout à l'heure, je le mettrai un peu dans le chat pour ceux qui veulent le voir là, le temps que je finisse, quand ce sera plus à moi de parler, je prendrai le temps de le mettre pour ceux qui veulent le voir. Il est vraiment nice. Ouais, je suis vraiment très content du résultat. J'ai attendu un petit moment, j'avais réservé auprès d'un artiste au mois de février. J'avais repéré un artiste qui me plaisait, qui avait déjà fait un petit peu de Star Wars, mais sans que ça soit vraiment sa spécialité. Mais vraiment, je suis très content du résultat. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le mettre dans le chat sous peu. Donc ça c'est quand même une grosse actu ma foi. La deuxième grosse actu c'est que la semaine dernière en fait on a réservé notre voyage pour Galaxy's Edge. Cool. Et quand je dis nous c'est parce que avec Sébastien donc de Star Wars en direct aussi, puis deux autres personnes qui vont venir avec nous, donc des membres un des membres de la 501st, c'est un très bon ami à nous, et une autre amie à nous, donc fan de Disney, qui se joint aussi au triplé. Donc on a réservé ça pour la première semaine de février. On est encore en train de regarder là pour la réservation des restaurants et tout ça, mais en gros on va se faire une semaine en Floride à Disney World, et puis comme ça on prévoit 2 jours sur la semaine quasiment complet à Galaxy's Edge. Donc ça je suis hyper excité là, je commence je tiens plus sur place à me dire que c'est dans longtemps pourtant, hein, c'est dans 7 mois, mais fuck que j'ai hâte. non, je comprends ça. Écoute, c'est retrouver le gamin en nous, là, ça va être ça. L'enfant en nous, là, c'est carrément ça. C'est un vrai rêve de gosse en fait qui va se réaliser, parce que c'est vraiment je vais mettre les pieds dans l'univers de Star Wars de façon concrète quoi. Donc ça c'est... Et amène-toi beaucoup d'argent parce que ça va te coûter cher. Alors ça c'est bien le problème. Tu vois, Julien tout à l'heure il disait que ton portefeuille et ton banquier faisaient la gueule à cause de Fantasy Flight Games, mais là je pense que c'est un peu au niveau au-dessus. Disney il fait donne-moi ton argent. Non, je pense que ton banquier va t'abandonner. Là, je pense qu'il va dire je te laisse tomber. Heureusement mon banquier c'était mon père avant, et là il a pris sa retraite, fait que c'est plus lui, il pourra pas plus m'abandonner. Quand ton banquier va dire tu peux pas avoir une deuxième hypothèque parce que t'as pas de maison pour commencer, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, hein. Ça risque d'être compliqué de ce côté-là. Mais je te donnerai l'adresse de mon revendeur de reins. Ouais, je pense que ça va être ça. Je vais commencer à revendre de la drogue. S'il y en a qui veulent racheter mon tatou, peut-être qu'il faudra que je leur vende. Bonne chance avec ça. Ouais. Puis dernier petit truc, je me suis mis à lire, je vais être rapide là-dessus, à lire les comics. Ça fait un petit moment que j'avais pas lu de comics Star Wars, donc là j'ai lu les Galaxy's Edge, il me manque juste le dernier. Le numéro 4, mais les 3 premiers j'ai trouvé ça très bien. Je développerai une autre fois. Puis j'ai commencé à lire aussi les Edge of Rebellion aussi. J'ai lu quelques vilains dans les Edge of Rebellion que je trouve aussi plutôt sympa. Excellent. De mon côté, moi ça va être assez court parce que les dernières semaines sont consacrées à Star Wars en direct. J'ai enregistré 3 émissions, donc 3 éditions à faire. Donc j'ai ce que j'ai fait. Puis mon autre WhatsApp Star Wars, c'est les Star Wars Legion. Ils ont sorti quelques nouvelles extensions dans les 2 dernières semaines, donc c'est consacré à ça. Et moi aussi, mon portefeuille pleure à cause de Fantasy Flight Games.
Parce que c'est ça, ils ont sorti Legion une extension de 2 semaines. Non, 2 extensions de 2 semaines. 2 autres la semaine dernière. Puis il y en a 2 qui sortent dans 2 semaines. Donc c'est quasiment rendu comme Warhammer, là, où il y a des extensions toutes les semaines. Donc j'espère que ça va pas suivre le même rythme parce que ouf. Mais c'est-à-dire qu'à l'origine, t'es pas censé faire toutes les armées. Hein. Non, je sais, mais c'est juste le fun de les avoir. T'sais. Oui, non, mais je sais. Je les achète un de chaque. C'est pas comme si j'achète genre 8 boîtes de Stormtroopers ou des choses comme ça. Là. C'est juste pour avoir au moins un de chaque parce que ça fait beau sur les tablettes. Là. Quand ils sont peints. Quand ils sont peinturés. C'est ça. Quand c'est gris ou beige, c'est comme ok, mais non, une fois peint, là, c'est très beau. Donc, c'est ça, moi, mon WhatsApp Star Wars. Donc, on va vous rappeler nos plus récentes émissions. On a le Star Wars Littérature numéro 36, qui est la critique d'Alphabet Squadron, qui n'est pas encore disponible, qui devrait être disponible sous peu. L'édition, elle a été terminée aujourd'hui, donc ça devrait venir dans les prochaines heures ou prochains jours. Et on a aussi le Star Wars Littérature numéro 35, où Francis et moi avons fait la critique de Master and Apprentice. On rappelle que on a une petite boutique sur le site StarWars.direct section boutique où vous pouvez vous procurer des t-shirts Star Wars. Et si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi vous procurer des tasses. Et on va en profiter pour remercier tous nos partenaires, dont Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, on va aller en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Plusieurs nouvelles à passer à travers ce soir. Si on commence avec la première, qui est probablement la plus grosse nouvelle dans tout ce que nous avons, qui est le dévoilement d'un nouveau type de Stormtrooper pour le film Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, qui est le Sith Trooper qui a été dévoilé lors du Comic-Con de San Diego. Alors, Julien, si tu peux nous donner des détails sur ce Sith Trooper. Absolument, eh ben, t'as déjà vendu le pitch qui est son nom, puisque le petit gars, en tout cas la gamme de Trooper s'appelle le Sith Trooper, ce qui déjà laisse présager de quelques questions concernant le film, vu qu'on sait que Kylo Ren n'est pas censé être un Sith. Ça signifie donc, à ma connaissance, que le seul Sith prévu dans ce film est celui qui nous a fait un joli petit rire à la fin du trailer, donc l'Empereur Palpatine. Donc, est-ce que ce Stormtrooper, c'est une espèce d'armée secrète de Palpatine ou quelque chose comme ça? On le saura au mois de décembre. Mais pour revenir plus précisément sur ce Sith Trooper, donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les photos, il s'agit d'un Stormtrooper First Order rouge. Globalement, c'est pas mal ça. Il reprend les traits principaux d'un Stormtrooper First Order. Avec un casque qui a fait beaucoup polémique. Alors pour le casque, il faut que vous essayiez d'imaginer, partez d'une base de Stormtrooper First Order, mettez-lui un petit peu donc c'est de l'espèce de Biker Scout que vous voyez dans Solo, le Patrol Trooper, et rajoutez-lui des espèces de rayures de chaque côté sur la face avant qui vont vers l'arrière, un peu comme si vous aviez, alors c'est pas péjoratif, hein, mais moi ça me fait penser aux radiateurs qu'on peut voir sur les processeurs, ces espèces de radiateurs en métal, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique. Donc ça a fait beaucoup parler, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est assez binaire à ce niveau-là. Donc le Stormtrooper est donc rouge, ça va être intéressant parce que c'est pas mal la première fois à ma connaissance qu'on met en avant un Stormtrooper rouge. C'est pas la seule fois où on a eu un Stormtrooper rouge, puisqu'on a eu avant ça le Magma Trooper qui était un Stormtrooper classique rouge. On a eu aussi l'Incinérator qui était un Stormtrooper blanc avec quelques traits rouges. Et on a eu aussi un clone, en tout cas une garnison de clones, même 2 garnisons de clones qui sont plutôt rouges. Mais pour une fois, quand je dis il va te mettre en avant, est-ce qu'ils vont nous faire le même coup que le Patrol Trooper et on va le voir 2 minutes à l'écran? Ça, on le saura au mois de décembre. Mais en tout cas, c'est pas mal ça. Évidemment, il fallait s'y attendre. C'est toute la batterie de produits dérivés qui est sortie. Donc c'est vraiment la mise en avant de ce Stormtrooper-là. Puisqu'on a la figurine Sideshow, la casquette, le pins, le Funko Pop, évidemment, Funko Pop toujours dans les bons plans, des sacs, on a aussi un costume pour les enfants. Donc est-ce qu'au prochain Comic-Con nous allons voir plein de petits bonhommes rouges? On le saura au prochain Comic-Con l'année prochaine, bien qu'au prix du costume ça fait quand même mal, hein.
Mais voilà, donc globalement c'est pas mal ça. Il reprend vraiment tous les aspects du First Order rouge. Alors évidemment, si on rentre vraiment dans les détails au niveau du chest plate, donc la plaque avant sur le poitrine, c'est évidemment pas exactement pareil. On a des différences, mais globalement on reste dans disons que le coma des mortels va pas avoir la différence entre celui-là et un First Order blanc classique. Ouais, puis je sais pas si sur son épaule droite, si c'est une caméra ou une lumière qu'il y a. Ouais. Ça, toujours pareil, hein, on est en train de juger avec des pins, des Funko Pop et une figurine Sideshow. Bien qu'on sait que la méthode de production des Sideshow, c'est quand même de prendre le costume original, de le scanner en 3D et de le réduire. Ouais. Donc on peut quand même se baser sur le Sideshow pour voir les détails. En tout cas, pour essayer d'imaginer les détails, mais là, c'est vrai qu'on va rentrer dans la spéculation. Qu'est-ce que c'est sur son épaule? Puis d'ailleurs, ça se trouve, même dans le film, on le saura jamais, ce que c'est sur l'épaule. C'est ça, parce que si tu regardes la version Black Series, la figurine, elle vient avec une panoplie d'armes, hein. Elle vient pas juste avec un gun, oui, fusil, il vient pas juste avec le gun, il vient avec une espèce de... Alors, supposition, lance-roquette, lance-flamme, mitrailleuse un peu plus lourde. Et j'avoue ne pas exactement savoir ce que c'est l'espèce de lance-pierre en bas à gauche de la figurine, mais une espèce de lance-pierre. C'est ça. Ouais. Il y a Nico Crank sur le chat qui nous dit que sur l'épaule, en fait, ça serait une GoPro juste pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus des agents de la paix, entre guillemets. Pour les surveiller. C'est ça. C'est Jeff du Space Trash Show qui dit c'est un méchant mash-up avec une fissure de 3D print. Ouais. Mais, ouais, c'est une manière de le voir, oui. Mais moi, j'avoue, la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait passer genre aux soldats dans le jeu Halo. C'est comme si à Star t'as une armure, puis là c'est comme un jeu, hein, tu peux la changer comme tu veux, mais on dirait que c'est ça que le premier a fait. C'est comme on a le Stormtrooper, puis là on peut faire changer des petites choses dedans. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Bah justement, tu parlais de Jeff. Fabien. Tu parlais de Jeff et j'avais une discussion avec lui. Alors moi globalement, je le trouve, je le crains pas ce design, mais il y avait un point que j'ai entendu Jeff en parler dans son Space Trash Show que je trouvais pertinent en fait. C'était que c'est vrai que dans les anciennes trilogies, c'était vraiment la plupart des choses. Alors bon, pas le costume de Stormtrooper, mais il y avait plein de choses qui étaient faites à partir de récupération et du coup qui donnaient un côté réel. Et là, plus ça va. Et plus on a que des armures qui sont et des looks globales, des armes qui sont juste 3D print quoi. C'est juste des designs qui font un peu plus. Et je trouve que effectivement ça fait un petit peu ça pour ce trooper là notamment. Je le trouve très shiny, je le trouve très anguleux. Après je le crains pas. Honnêtement je crains pas son design. Je trouve quand même moi le casque j'aime bien en fait le côté agressif qu'il a mais je sais pas, j'attends vraiment de le voir un peu en action pour me faire un avis. Limite, je pense que j'ai moins de problèmes avec le casque qu'avec l'armure en elle-même, parce que le fait que l'armure, elle, est très anguleuse sur le chest, sur la poitrine et tout ça, là ça fait très Halo, je trouve, effectivement. Mais sur le casque, ça fait moins. Ouais, ça fait penser peut-être un peu comme les commandos de la République. L'armure, je parle pas le casque. Mais l'armure, puis là, c'est comme, je sais pas si la lumière resterait sur l'épaule au lieu d'être sur le casque comme les commandos de la République. Là. En tout cas, on peut spéculer comme on veut. On veut pas aller non plus trop dans les spoilers parce que c'est une émission non spoilers. Mais on va être curieux de voir combien de temps on va le voir dans le film. Combien de temps on va voir ces Stormtroopers-là. Est-ce qu'ils sont présents ou on va les voir seulement 2 minutes? Parce que si tu reprends les derniers films, genre Solo, où t'avais le Range Trooper et alors le Patrol Trooper était quand même la plus grosse blague avec une grosse campagne dessus, puis tu le vois apparaître 1 minute, gros maximum. Les pareil, t'avais le Range Trooper où tu voyais juste sur le train. Donc là, c'est pareil, on verra. Est-ce qu'il apparaît quelques minutes? Bon, ils ont l'air d'avoir axé pas mal la campagne marketing sur lui, donc on peut espérer le voir un petit peu plus longtemps. Maintenant, c'est vrai. Le nombre bon, de gadgets qu'ils ont annoncé, quoi, c'est indécent. Je vous rejoins sur le côté très gaming du personnage, c'est certain. Après, ça va aussi avec l'état d'esprit des dernières personnages en fait du First Order où tout est assez uniformisé
Et finalement, il n'y a pas une énorme prise de risque sur le design de ce personnage, quoi. On reprend des choses qui ont marché. Ça marche, hein, le design est correct. Le design, je pense que le design va faire mouche, il n'y a pas de souci. L'arme ressemble à une belle arme. Rajouter ce côté asymétrique avec je sais pas, la lumière sur l'épaule ou la caméra, on verra. Ça marche. C'est une belle armure, c'est shiny, mais prise de risque. Moi, j'aime bien ce trooper, mais je trouve que la prise de risque est pas violente, quoi. Non, c'est ça. Ouais. On va voir. En tout cas, la Hot Toys est vraiment belle. C'est certain. Ouais, ça c'est sûr. Le prix aussi est beau. Oui. et en parlant de prise de risque zéro, mais alors dans le zéro de chez zéro, moi je voulais parler du nouveau TIE Fighter qu'on a pu voir sur la première page du Visual Dictionary qui est sorti. Oh putain, tu l'avais préparé celle-là, transition quoi? Ouais, non pas du tout, mais là vous m'avez... Parce que je pense que ceux qui me connaissent, et à force de commencer à parler sur ce podcast, du monde doit commencer à me connaître, savent à quel point je suis à cheval, on va dire, sur les vaisseaux, et que les vaisseaux pour moi c'est Star Wars. Et là, très honnêtement, Disney commence à me taper sur le caillou, parce qu'ils ressortent tous les concept art de McQuarrie, et ils les reprennent tels quels et les sortent comme ça. Et là, le TIE Dagger, c'est juste... c'est le concept art du TIE Interceptor, quoi. C'est juste, je sais pas trop si c'est un manque d'imagination, un manque de volonté, un manque de, je sais pas, mais. Alors attends, je suis en train de mettre le visuel du dictionary là, parce que là, ouais, les gens ils savent peut-être pas trop de quoi tu parles, donc. Le TIE Dagger, le TIE Dagger, c'est un TIE Fighter, un TIE Interceptor. Donc le TIE Interceptor, c'est le TIE Fighter avec des espèces de triangles sur les côtés. Sauf que là, c'est vraiment des triangles complets. Et on est pas mal dans le niveau 0 de l'imagination. C'est pas mal comme ça que je dessinais les TIE Interceptor quand j'étais petit. Et c'est ça, c'est... Bah, moi, honnêtement, je l'aime bien, mais... c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que... ils nous ont fait un TIE Fighter qui ressemble à un TIE Fighter, mais qui est noir. Ils nous ont refait un TIE Interceptor qui est un TIE Interceptor, mais sans le trou au milieu, quoi. Enfin, c'est... Moi, je le trouve plus intéressant qu'avec le... J'aime pas les cockpits carrés, là, comme celui qu'on voit à Galaxy's Edge, ou même plus ou moins celui de Kylo. Je suis pas hyper fan, en fait. Mais celui-là, en fait, je sais pas, je le trouve assez agressif, et... Je sais pas, je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'Interceptor, mais il a un côté un peu encore plus agressif que l'Interceptor, je trouve, mais... Bah après, comme dit, hein, ça reste mon avis à moi, et puis moi c'est juste que j'aimerais bien qu'ils arrêtent de nous sortir les concepts Ralph McQuarrie, parce que sinon c'est un peu trop facile pour nous de deviner ça va être quoi le futur, quoi. Ben, tu vois, moi c'est mon problème, je pense, avec cette nouvelle trilogie, c'est que on dirait qu'il n'y a pas d'évolution vraiment technologique. C'est les vaisseaux, comme tu disais, les TIE Fighters, c'est le même genre de TIE Fighter, c'est juste son noir. Même du côté de la résistance, les X-Wing sont presque pareils. Tu sais, au moins, tu voyais, il y avait un changement entre la prélogie et la trilogie originale. Il y a vraiment un contraste de style de vaisseau. Ou au moins, du moins, tu vois l'évolution. Mais là, moi, je trouve pour cette trilogie-ci, il y a pas... on dirait que c'est, comme tu dis, ils se sont pas forcés. Ils ont sorti des vieux concepts, puis c'est comment, on va les prendre tels quels, puis même si c'est pareil, c'est pas grave. Et ça donne une espèce de sale impression de régression, parce qu'on s'entend que les concepts McQuarrie donnaient l'impression que le vaisseau était plus vieux que celui qu'on voyait dans les films originaux. Et là, comme ils reprennent les concepts McQuarrie, t'as l'impression que le Premier Ordre, ils ont des armures de Stormtrooper excellents. Tu vois vraiment une évolution, le futur, parce qu'on s'entend que un Stormtrooper First Order, ça donne l'impression de plus récent qu'un Stormtrooper classique, en tout cas pour moi. Mais là, le TIE Dagger, il me donne l'impression, et je rejoins Nico Crank dans le chat, quoi. On a l'impression que c'est un paquebot, quoi. Enfin, je veux dire, il a du bois dans les ailes. Moi, je trouve du charme. C'est un deck de piscine. En tout cas, par rapport à justement donc ça le TIE Dagger là, on l'a découvert sur le Visual Dictionary qui a été donc révélé à la Comic-Con de San Diego. Donc là, pour ceux qui sont avec nous sur le chat, j'ai mis le visuel. Ce qu'on voit principalement, donc le seul truc qu'on a appris justement, c'était le TIE Dagger qui était nouveau. Sinon, le reste, on y voit surtout un gros plan d'un des Knights of Ren, donc un des Chevaliers de Ren, qui pour le coup a la classe, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce visuel-là et ce costume-là en particulier est réussi. Parmi les ça a un style un peu samouraï, je trouve. Ouais.
Il y a un côté... Est-ce que les lignes que l'on voit sur la tenue du Chevalier de Rennes, ça vous fait pas un peu penser aux lignes qu'on voit sur le casque du Sith Trooper? Non, moi, ça me fait penser plutôt au qu'est-ce qu'on voyait sur le costume de Kylo Ren dans l'épisode 7, je crois. Mm-hmm. Ouais, je pense qu'il est plus proche du costume de Kylo, ouais. J'ai l'impression, en tout cas. c'est certain, ouais. Mais, je sais pas, je trouve qu'il en impose, en fait, ce personnage. Impatient de le voir en action, en tout cas. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Cécilie, un avis, que ça soit sur le Dagger ou sur le Chevalier de Rennes? Honnêtement, moi, je m'attends à quelque chose de très différent parce que, normalement, pour un Stormtrooper, ça va être avec un blaster. Là, c'est une dague. Il a pas l'air d'avoir quelque chose de spécial. C'est vraiment comme rudimentaire. Fait que ça va être, selon moi, quelque chose de vraiment totalement différent de qu'est-ce qu'on a vu dans tous les films. Parce que... dans leur manière de se battre et tout, c'est sûr que j'ai hâte de les voir se battre. Aux Tusken Raiders. Mm-hmm. C'est vrai. Mais les Tusken Raiders, ils sont pourris, quoi. Je veux dire, ils peuvent se faire défoncer facilement. J'espère que ces mecs, ils vont pas se faire défoncer comme les Tusken, quoi. Parce que sinon, moi, j'espère juste qu'on va les voir plus que 5 minutes dans le film. Parce que toutes les images qui ont fuité ou toutes les images qu'on a vues sont là à quelque part, dans ces images-là. Donc, j'espère que ça veut dire qu'on va les voir plus que 5 minutes dans le film, parce qu'ils essayent de les vendre, là, quoi qu'ils sont revenus, parce que l'épisode 8, il n'y a eu aucune mention des Chevaliers de Rennes, puis que là, c'est comme, ils reviennent en force, mais j'espère que ça va mener à quelque chose. Ouais, pas que ça soit juste là pour être là, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Faut que ça apporte quelque chose à l'histoire, quoi. Mais oui, pour reprendre Lucas dans le chat qui nous dit, j'ai l'impression qu'ils ont recyclé quelques concept art du tueur de Jedi de la pré-prod de TF1. C'est vrai que pour ceux qui ont regardé un peu le making of, en fait le art of plutôt de Force Awakens, on voit ce concept art de tueur de Jedi, et ça reprend un peu quelques éléments de ce personnage-là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs concepts qui a été fait pour le réveil de la Force qui va être utilisé pour l'épisode 9. Ouais. Si on se fie à où l'histoire s'en va, là, je vous dis, si vous regardez là, le livre, si vous l'avez le livre, vous allez avoir plein d'indices sur l'épisode 9. Sinon, moi j'ai été surpris de revoir ces 3 PO sur la couverture. Est-ce que ça veut dire qu'il va avoir un rôle vraiment important? Je ne sais pas. Mais je trouve ça bizarre en fait de mettre ces 3 PO en avant, alors que dans la nouvelle trilogie, il a pas un rôle vraiment intéressant ni prépondérant, quoi. Je suis surpris qu'ils n'ont pas mis BB-8 ou... Bah ouais, c'est ça. Ils ont mis Dio quand même, le nouveau droïde. Ouais, c'est vrai, mais moi j'aurais pensé, vu que BB-8 c'est comme leur droïde de la nouvelle trilogie, là, que Disney est fier d'avoir fait, là. J'aurais pensé qu'ils l'auraient mis en avant-plan, non? C'est ça. Je pense que soit C3PO a vraiment un gros rôle, soit ils savaient vraiment pas qui mettre sur cette couverture, parce que, enfin, moi j'ai été vraiment étonné de le voir sur la couverture, quoi. En tout cas, bon, on va pas s'étendre trop longtemps non plus là-dessus. Excellent. Alright, parfait. Donc, ça, c'est les nouvelles que nous avons pour le film L'Ascension de Skywalker. Nous allons maintenant passer côté série télévisée avec des nouvelles sur la série The Mandalorian. Donc, si on commence, Cécilie, avec la première qui est une mise à jour que Jon Favreau nous a fait sur la saison 1 de la série. Oui, dans le fond, on a su que la première saison aura 8 épisodes de 1 heure. Ça se passe entre la chute de l'Empire et avant l'émergence du Nouvel Ordre. Mm-hmm. De plus, avant même qu'on ait pu regarder la première saison, Favreau nous a annoncé que il allait avoir une deuxième saison. Le scénario est en train de s'écrire présentement. On n'a aucune information sur la saison 2. Il en a parlé durant l'entrevue pour le film de Lion King avec Jimmy Kimmel. Mm-hmm. Puis, on a aussi eu des informations sur un personnage joué par Giancarlo Esposito. Oui. Pour ceux qui savent peut-être pas c'est qui, il a joué le miroir dans la série Once Upon a Time.
Et aussi, il joue dans les films Le Labyrinthe ou The Maze Runner en anglais. Il jouait George. Il a joué aussi dans Breaking Bad. Oui, Oui. qui était Gus Fringe dans Breaking Bad. Selon l'acteur, son personnage serait considéré comme un personnage underworld. Puis, on pourrait le voir un peu comme un héros qui aimerait ramener l'ordre dans un monde qui s'est effondré. Ouais. Puis, j'ai su... Parce que moi, je m'intéresse surtout à comment un film est fait et tout, parce que j'ai fait des études là-dedans. Et fun fact, ça l'a coûté 100 millions de dollars américains pour produire la première saison. Ouais. C'est-à-dire environ presque 10 millions par épisode. Donc, on peut s'attendre budget, à quelque chose de quand même assez gros pour la première saison qui va être diffusée sur Disney+, le 12 novembre 2019. Ouais. Excellent. Une chose aussi à mentionner pour le personnage de Giancarlo Esposito, ça se peut que ce que nous avons vu, parce qu'on le voit dans la bande-annonce qui a été dévoilée au Celebration, c'est peut-être pas sa version finale du personnage, parce que il a indiqué que la plupart de ses scènes, il les a filmées comme en isolement. Habituellement, les salles d'isolement sont utilisées pour créer des personnages en CGI. Donc, il laisse sous-entendre que ce que l'on a vu dans la bande-annonce, c'était pas son look final. Donc, je suis curieux de voir ce serait quoi, parce que c'est quand même un officier impériaux, puis un officier impériaux, à part Tron, il n'y a pas vraiment d'officiers impériaux ou de personnes de l'Empire qui ne sont pas humains. Donc, je suis curieux de voir ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le truc qui avait été, la bande-annonce en fait qui avait été dévoilée au Star Wars Celebration puis qui traîne en pas très bonne qualité sur YouTube, on le voit en fait comme pilote de TIE, si je dis pas de bêtises, à un moment, et décasqué par contre. Et moi ça a fait partie des trucs justement que j'avais trouvé étonnant en fait, le fait de pas le voir avec un casque, et ça expliquerait peut-être pourquoi on le voit pas avec un casque en fait, cette histoire d'isolement et tout ça là. Ouais, peut-être. Merci Cécilie. Donc ça résume nos informations sur The Mandalorian. Ensuite, nous avons quelques nouvelles sur la première saison de Star Wars Resistance, série adorée de tout le monde. Fabien, si tu peux nous donner des détails en ce qui concerne la sortie de DVD. Alors, la sortie DVD que tout le monde attendait avec impatience est prévue donc pour dans quelques jours seulement. C'est précommandé. C'est déjà précommandé de ta part. Waouh, t'es rapide, hein? Non, c'est pas vrai. Donc c'est prévu le 20 août aux US, en sortie aux US. Pour l'instant, ça a été annoncé que en DVD uniquement. Alors pourquoi ça a été annoncé qu'en DVD? Probablement parce que ça va être dispo aussi, on a eu la confirmation que ça va être dispo Day One sur Disney+, donc à savoir le 12 novembre. Donc là, probablement qu'on risque d'avoir de la version plus HD que du DVD, quoi. Donc j'imagine que les Blu-ray, ça se vend pas assez et qu'ils pourront mettre les versions HD sur Disney+, qui vont jouer un peu là-dessus. On n'a pas pour l'instant de date pour les sorties dans les autres pays, mais je pense que ça devrait pas trop tarder. En général, il y a pas une grosse différence. Au moins pour l'annonce, on devrait bientôt le savoir. Parce qu'il faut savoir que dans la sortie DVD US, il va quand même y avoir les sous-titres français. Donc s'il y en a qui veulent avoir la version US, il y a les sous-titres français qui sont dessus. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur le DVD? Bon bah les épisodes normales, mais aussi les 12 mini courts-métrages qui ont été diffusés sur YouTube. Alors, merci Bonus, parce que c'est des mini courts-métrages qu'on peut déjà trouver gratuitement sur YouTube. Les Resistance Rewind, qui étaient aussi des petits documentaires diffusés sur YouTube, qui sont en gros des retours sur un sujet en particulier qui aborde l'épisode. Une espèce de discussion de l'équipe créative, en fait, donc du showrunner, et puis 2 ou 3 autres personnes autour d'un thème en particulier. Qui sont des petites capsules de quelques minutes, c'est assez court, mais il y en a une par épisode.
Et sinon, un documentaire je sais pas si on peut appeler ça un documentaire, mais un truc qui s'appelle Path of Resistance, qui est présenté comme une discussion entre le showrunner, donc qui s'appelle Justin Ridge, et tout le cast de la série, en fait, sur le passé, le présent et le futur de Résistance. On n'en sait pas plus sur ce documentaire-là. Et il y aura aussi quelques commentaires audio sur certains épisodes. Bon, rien de fabuleux en fait en termes de bonus. Est-ce que ça vaut le coup de se ruer dessus? Si vous êtes ultra fan de Résistance, pourquoi pas? Moi perso, je vais attendre Disney+. Ouais, puis le site de Digital Bits, qui est vraiment un site très reconnu pour sortir DVD Blu-ray, eux, ce qu'ils disaient, c'est que pour la raison pourquoi il n'y a pas de sortie Blu-ray, c'est que justement, ça se vend pas. Ouais, les sorties pour Disney, ils font pas d'argent avec les sorties télé, les sorties de séries en DVD. La preuve, c'est que ils ont sorti Rebels en Blu-ray, mais ça a l'air que les ventes étaient désastreuses. D'où la raison pourquoi il n'y a pas un coffret de la série au complet en Blu-ray. Ouais, comme ça, c'est dommage parce que on préfère avoir la meilleure qualité possible pour... Puis c'était les seuls trucs que j'achetais. Donc oui, c'est dommage. Oui, c'est vrai, ça. Parce que moi, c'est sûr je vais pas payer pour un DVD qui est comme là, 2 générations. Ouais, non, c'est sûr. Parce que là, on est rendu au 4K, là. Fait que surtout tu vas avoir, c'est ça, tu vas avoir de la HD sur Disney+, enfin, parce que là, autant attendre, quoi. Ouais. Sinon, excellent. Juste, il y a Dragon Elvish sur le chat qui nous dit qu'a priori, ça serait la même date pour le Canada, du 20 août de sortie. Ah, ok. Je sais pas quelle est sa source, mais en tout cas, il nous dit ça dans le chat. Ah non, mais c'est ça, le 20 août, ça, c'est ici au Canada. Au Canada, right? Aussi, ok. Ouais, c'est ça. La source Best Buy. Ouais. Excellent. Parfait. Alors, c'est tout ce que nous avons pour les séries télévisées. On va maintenant sauter dans la catégorie qui fait mal au portefeuille de moi, Julien et Danny. Les jeux, dont surtout les jeux de miniatures. Plusieurs nouvelles dans les dernières semaines avec le Gen Con qui s'est déroulé le week-end dernier. Si on y va avec X-Wing miniature, donc il y a eu l'annonce de la nouvelle vague au Gen Con, mais aussi l'annonce d'un nouveau type de jeu qui s'appelle Epic Battle qui va arriver prochainement. Julien, si tu peux nous donner quelques détails. Ouais, alors vas-y doucement avec la catégorie nouveaux jeux, dans Epic Battle, parce qu'on n'est quand même pas sur non plus un nouveau jeu, on est juste sur la réintroduction des gros vaisseaux pour la version 2 de X-Wing miniature, avec, il est vrai, des nouveaux modes de jeu, modes de jeu, des variantes qui étaient un peu jouées par les joueurs, qui étaient déjà un peu... en tout cas utilisés par des joueurs, mais seulement qui ont été assez officialisés maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Tout simplement, pour ceux qui n'ont peut-être raté un épisode, X-Wing Miniature est passé en version 2.0 maintenant au septembre dernier, donc ça commence à faire une couple de mois. Ça veut dire qu'ils ont réinitialisé pas mal tous les vaisseaux. C'est au niveau pour essayer de refaire un rééquilibrage global. Dans cette version 2.0, il n'y avait pas encore la réintroduction des gros vaisseaux, des énormes vaisseaux, huge ship, qui pouvaient être utilisés sur des batailles épiques dans X-Wing version 1.0, et donc c'est ce retour de ces gros vaisseaux. Donc il n'y a pas de nouveaux vaisseaux annoncés, mais ces gros vaisseaux, c'est on a le Tantive 4 par exemple, on a je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, le Unstus, là, le gros vaisseau Scum, etc. Ah, il y avait l'Imperial Carrier, l'Imperial Carrier, etc. Donc ça, c'est des vaisseaux qui sont en train d'être ramenés sur le devant de la scène. Donc ce pack-là, c'est tout simplement les cartes et les petits jetons en plus qui vont permettre de réutiliser ces anciens vaisseaux pour la nouvelle version. Ça vient pas tout seul, donc comme je disais, un des axes sur lesquels ils ont voulu centrer le jeu, c'est évidemment lorsque vous battez avec des gros vaisseaux, le gros intérêt c'est de pouvoir se battre en formation avec les petits vaisseaux. Tous ceux qui ont un jour joué à X-Wing miniature savent à quel point c'est un cauchemar sans nom d'essayer de voler en formation avec les gabarits, d'essayer de faire en sorte que dans 3 tours plus tard, les vaisseaux se bumpent pas, se tapent pas dessus l'un sur l'autre parce qu'on a foiré un virage à un moment. Donc... qu'est-ce qui s'est passé ? Fantasy Flight Games a la solution. Ils ont tout simplement sorti un espèce de gabarit qui va vous permettre de voler plus facilement en formation
avec quelques petites règles spéciales qu'on va pas détailler. Mais grosso modo, c'est le leader au milieu qui compte pour le mouvement et pour le déplacement de votre escadron. Et ça va vous permettre de vous déplacer de manière plus facile en escadron sur votre map. Ouais. Ils ont aussi essayé de ramener quelques modes de jeu un peu scénarisés. Ils appeler ça ramener des scénarios de cinématiques. Donc tout simplement en fait c'est des morceaux des parties un peu plus scénarisées, comme on avait pu un peu voir si vous aviez déjà Armada. Ils avaient fait une espèce de campagne scénarisée. Donc c'est un peu cette espèce d'état d'esprit. C'est pas exactement ça qu'ils veulent. Armada, ils avaient quand même poussé le vice un peu plus loin, mais là l'idée c'est d'essayer de refaire des scénarios. Il y avait déjà ça avec les moyens vaisseaux, les gros vaisseaux de la version 1 où vous aviez les papiers que personne ne lisait et que personne ne jouait quasiment. C'était des espèces de scénarios où il fallait protéger un convoi, il fallait éviter de faire péter un truc, etc. Bon bah ils essayent de remettre ça, mais avec les huge ships, avec les gros vaisseaux, sur cette faction-là en tout cas. Ouais. Excellent. Puis une chose qui est le fun aussi, qu'ils ont annoncé pour le Tentative 4, puis le Imperial Raider quand il va sortir, c'est que le Tentative 4 il peut jouer autant pour les rebelles que la République, puis l'Imperial Raider c'est soit l'Empire ou la Résistance ou le Premier Ordre. Ouais. Donc c'est des vaisseaux multifactions. Excellent. Ensuite, on continue dans la destruction méthodique de votre portefeuille et de votre compte en banque si vous jouez à X-Wing miniature, puisque c'est la sortie, en tout cas la sortie, de 2 nouveaux vaisseaux, plus la réédition de 6, en tout cas de 4 petits vaisseaux et 2 gros vaisseaux plus importants, en version 2.0. Ouais. Toujours pour le jeu X-Wing miniature. Alors dans la catégorie nouveaux vaisseaux, c'est Star Wars Resistance qui est à l'honneur. On n'en a pas beaucoup parlé encore depuis. Donc... c'est évidemment le TIE Fighter du Major Von Rex. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est un TIE Interceptor rouge, légèrement modifié, enfin quand même un peu plus que légèrement, que j'aime bien. Je préfère le design au TIE Dagger, petit pic. C'est ce que j'allais dire, c'est lui qui aurait dû utiliser pour l'épisode 9. Il a quand même plus de, excusez-moi du terme, plus de gueule que l'espèce de paquebot avant. Bref, revenons au TIE Fighter du Major Von Rex. Donc le Major Von Rex, c'est le pilote de TIE First Order rouge que l'on peut voir dans le Resistance. Donc c'est un TIE Fighter Interceptor avec un TIE Interceptor, pardon, avec tout ce que le TIE Interceptor avait à l'époque de bien, mais avec des boucliers. Donc on va pouvoir essayer de tenir un petit peu plus longtemps sur le champ de bataille. Évidemment, pour contrebalancer le fait qu'on ait un impérial d'un côté, il nous faut un rebelle de l'autre. On arrive donc avec le Fireball Expansion Pack, un autre vaisseau de la série Resistance. Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? C'est un espèce de X-Wing qui aurait perdu les 2 ailes du dessus. Quelque chose comme ça. Comme un Z95. Un Z95, je suis pas mal d'accord. Un Z95 un peu customisé. Donc c'est le contre-pied du TIE Fighter. Donc on est un service rebelle, le Fireball. En termes de capacité du vaisseau, on est sur un vaisseau qui n'a aucun bouclier, mais avec 6 points de coque. Donc moi j'appelle ça un vaisseau compte à rebours habituellement, mais après vous verrez comment vous le jouerez. Et toujours donc ça c'est pour les nouveaux vaisseaux. On a la réédition d'anciens vaisseaux de la série V1 qui va repasser en V2. Donc là on va passer très vite parce que c'est du connu. On a les Soul Renegade Expansion Pack. Donc c'était un X-Wing noir et blanc et un U-Wing noir et blanc qu'on voyait apparaître dans le film à peu près. Alors le U-Wing on le voyait pas du tout, mais le X-Wing, ne clignez pas des yeux, vous le voyez au moment où la planète se fait complètement atomiser. Vous voyez un petit peu au fond un X-Wing noir et blanc qui se fait prendre dans la poussière. Voilà. Il est au sol, il a pas décollé. Si vous avez cligné des yeux, too bad, c'est raté. Derrière, on a le TIE Reaper qui va être réédité. Donc le TIE Reaper... que ça aussi, tu clignes des yeux, tu le manques. Ouais, voilà. Déjà que... Ouais, c'est pas mal ça. On est sur du vaisseau qui apparaît pas très longtemps. On avait de l'Impérial, on avait du Rebelle, on continue avec du Scum, donc avec le Unstus Expansion Pack, donc l'espèce de vaisseau Scum qui est accompagné d'un Z95, pardon.
Toujours dans les rééditions, le TIE Interceptor, qui fera du plus bel effet à côté du TIE Interceptor rouge. Par contre, ici, nous l'avons que sa belle parure bleue. Donc sûrement que les Ace, le pack Ace qui était en V1 avec le TIE Fighter rouge et le TIE Fighter avec bleu, avec les lignes rouges dessus, apparaîtront plus tard en réédition. J'avoue que excuse, vas-y. Vas-y. Non, j'allais juste dire que pour venir au Houndstooth, ils ont changé un peu sa couleur, hein, il est plus pâle qu'il était. Oui, ils ont un peu refait la peinture, effectivement. Autant les autres, ils n'ont pas vraiment refait la peinture, mais là, ils ont... On peut dire beaucoup de choses sur Fantasy Flight Games, mais la qualité des figurines reste quand même exceptionnelle. Ça, on peut pas leur reprocher. Hein. Puis la seule différence, c'est que là, cette fois-ci, il vient avec un Z95 qu'il n'y avait pas dans la première édition. Ouais, absolument. Absolument. Et bien sûr, le dernier, le grand, le magnifique, celui qui a fait pleurer beaucoup de gens en tournoi, surtout quand ils jouaient contre, le TIE Defender, donc une espèce de vaisseau qui était très désagréable. Et il était tellement désagréable qu'ils ont décidé de lui rajouter un de bouclier, histoire de le rendre encore plus désagréable en V2. Donc, on est sur un vaisseau qui est... Moi, graphiquement, j'adore. Personnellement, visuellement parlant, je trouve que c'est un très très beau vaisseau. Évidemment, quand tu le jouais, c'était un vaisseau exceptionnel. Quand tu jouais contre, c'était une catastrophe, parce que c'était une horreur. Et là, assez ironiquement, on va voir sur le terrain ce que ça va donner. Mais pour un vaisseau qui était déjà désagréable, lui rajouter un de bouclier, c'est peut-être un peu le rendre encore plus désagréable. Donc on va voir ce que ça va donner plus tard. En tout cas en jeu. Ils ont un peu baissé les pilot skills des pilotes. Donc on n'est plus que sur du 1, 4, 4, 4, 5. Donc peut-être qu'ils vont jouer après tout le monde, ce qui va les rendre peut-être un peu plus faciles à contrer, mais on verra. Ouais, probablement. Si on rajoutait des shields, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait coupé d'une autre façon. Ouais, mais ça reste quand même 3 d'agilité, 3 de puissance, 3 de code, 4 de bouclier. Ah non, c'est une bête, là. Et c'est bon, quoi. On est sur du steak, quoi. Ouais. Et enfin, le dernier, alors lui aussi était désagréable, mais parce que c'était une savonnette, c'est-à-dire qu'il bougeait très très vite, c'est le A-Wing, le RZ-1 A-Wing, qui lui aussi a des pilot skills maintenant qui sont relativement bas, donc ce qui va peut-être être désagréable pour celui qui va le jouer. Mais en tout cas, voilà, il va être disponible dans la V2 prochainement, en même temps que les vaisseaux. Donc, si vous avez l'intention de tout acheter, à $20 le pack, je vous conseille d'économiser tout de suite ou de demander ça au Père Noël. C'est $20 US, donc $25 ici. Oui, bon, ça va continuer à être désagréable, c'est ça. Pas juste ça, le Houndstooth, il est 50 US, puis l'autre aussi, le Saz Renegade, 40 US. J'essayais de pas faire peur à tout le monde, et toi, voilà, c'est ça. C'est un jeu qui coûte cher, mais ça vaut la peine, les figurines sont magnifiques. Bon. Oui, mais j'essayais d'éviter de faire peur à tout le monde. On peut pas, faut arrêter de prendre le monde par la main, là. Faut le dire. Ah là, t'es désagréable. Allez, vas-y, parle-nous de l'autre vache à lait. Ouais, ben c'est ça, tu sais, parlant de figurines qui coûtent cher. Donc, Star Wars Legion. Donc, Fantasy Flight Games a profité du Gen Con pour annoncer plusieurs extensions de Star Wars Legion. On va commencer avec les extensions de la République. Donc, on a un nouveau type de clone, les clones Trooper Phase 2, qu'on voit dans le film La Revanche des Sith. Donc, ces clone Troopers vont être disponibles, et ainsi avec le char d'assaut de la République, qui est le TX-130 Saber Class Fighter Tank, qui est très beau. Mais le modèle... Deux chars d'assaut! Ouais. Le modèle est vraiment très beau. Il faut leur donner ça, Fantasy Flight Games. La qualité des modèles s'est grandement améliorée depuis les débuts de Legion l'année dernière. Donc ça, c'est les modèles du côté de la République qui vont être disponibles début 2020. Du côté des séparatistes, eh bien, on a annoncé les Super Battle Droids, la version B2 des Battle Droids qui va paraître en même temps que le AAT Trade Federation Battle Tank qu'on voit dans l'épisode 1, la menace fantôme. Celui où Jar Jar Binks envoie une bombasse. Ah, il faut qu'il y ait un commandant Jar Jar Binks, là. Ah, mais je sais que de toute façon, on va trouver ça en impression 3D pour faire un Jar Jar Binks sur le canon avec une bombasse. Ah, il faut. De plus, on a annoncé 2 nouveaux commandants.
pour la République et les séparatistes. Donc, pour la République, c'est Rex, personnage très populaire de la série Clone Wars. Donc, je suis surpris qu'ils ont décidé de sortir Rex avant de sortir Anakin. Mais bon, c'est tant mieux. Hein, ça va faire le changement que tout le temps d'avoir des Jedi comme commandant. Ouais, mais ça accompagnera bien les phases 2 clones. Oui, exactement. Les clones phase 2. Oui. Et du côté des séparatistes, c'est le comte Dooku, qui est le commandant qui va apparaître début 2020 aussi. Ils ont aussi montré un nouveau terrain qui est la base, qui est comme le bunker qu'on voit dans Endor, dans le retour du Jedi. Donc, le bunker impérial va être un modèle utilisé pour les terrains, comme ils ont déjà sorti un AT-AT écrasé qu'on peut maintenant mettre sur les cartes. Donc là, il va y avoir le bunker qui n'est pas donné non plus. Hein. Je sais pas s'il est gros, mais écoute, quand ils l'ont dévoilé, ils ont montré qu'il s'ouvre, puis c'est tout détaillé à l'intérieur. C'est vraiment un très très beau modèle. Et en ce moment, Fantasy Flight Game a un petit complexe au niveau des tailles. Donc je sais pas s'ils cherchent à pallier quelque chose, mais en ce moment ils sont plutôt dans l'état d'esprit de si on peut faire un truc gros, on va le faire encore plus gros. Ouais, puis tu sais, dans le fond, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de contrer tout le monde qui s'imprime des modèles avec des imprimantes 3D. Hein. Parce que le bunker, il y avait des modèles de bunker qui étaient disponibles depuis la sortie du jeu. Mais là, ils ont décidé de sortir eux-mêmes leur version, qui est un peu plus chère. Puis il disait ouais, c'est ça. Puis il disait qu'on peut prendre justement 2 bunkers, les mettre ensemble pour faire une grosse base. Mais bon, à 75 US le bunker, je pense. Ça fait cher la grosse base. Hein. Ouais, c'est ça. Et l'autre extension qu'ils ont annoncé, c'est la capsule qu'on voit dans le Nouvel Espoir, dans lequel R2D2 et C3PO s'écrasent sur Tatooine. Donc, cette capsule de sauvetage vient avec, justement, R2D2 et C3PO, qui peuvent être utilisés autant avec la République ou les rebelles. Donc, ces deux, le bunker et les capsules avec R2D2 et C3PO vont paraître d'ici la fin de cette année. Et tous les autres extensions que j'ai parlé plus tôt vont paraître début 2020. Aussi, c'est vrai, j'ai oublié, hein, juste la semaine avant, ils ont annoncé 2 nouvelles versions de Commandant des Existants, qui est un peu étrange, hein, qui est décidé de réutiliser des personnages qui sont déjà dans le jeu. Donc, dans le fond, c'est pas des commandants, ils appellent ça des operatives. Donc, ça a pas la même puissance que le commandant, il coûte moins cher à jouer en points. Donc, il y a une réédition de Luke Skywalker version Le Retour du Jedi et de Darth Vader, une nouvelle version de Darth Vader. Donc, c'est déjà la 3e version de Darth Vader dans le jeu qui n'a seulement qu'un an. Donc... Tu t'as compté celle qui était en très limitée au Star Wars Celebration? Oui. Ben, okay. Même si les cartes sont les mêmes que la première version, c'est quand même un modèle différent. Là. Donc, le 3e modèle de Darth Vader pour le jeu. Donc, c'est ça. Ce sont tous ces belles extensions qui vont coûter cher, qui vont paraître bientôt. Et si on passe maintenant à un autre jeu de Fantasy Flight Games, le jeu de cartes Star Wars Destiny. Donc, ils ont annoncé une nouvelle extension, hein, des nouveaux sets de boosters qui va paraître prochainement. Cécilie, si tu peux nous donner les détails de ce nouveau set. Oui, ça va s'appeler Convert Mission. C'est un booster set qui va comprendre 160 cartes. Et dans les 160 cartes, il va y avoir 2 nouvelles missions. Il va y avoir la construction de l'étoile de la mort, Construction of the Death Star, et la destruction de la Death Star. En plus de rajouter 2 cartes, une d'apprenti pilote avec Luke Skywalker et une de leader avec Director Krennic. Dans le fond, ça va tourner autour de Rogue One et A New Hope. Le booster va tourner autour de la construction et la destruction de la Death Star, qui va fonctionner autour d'un jeu d'équipe avec des pilotes et des véhicules. Excellent.
je suis surpris que ce jeu est encore très populaire. Il semblerait que c'est encore dans les meilleurs vendeurs pour Fantasy Flight Games. Moi, j'en entends pas ben parler, honnêtement. J'ai quelques jeux de cartes ici, puis dans tous ceux que je connais, c'est pas un jeu que les gens connaissent. Ils connaissent plus Armada et Legion, mais Destiny... C'est quand même plus accessible à jouer que les autres, quoi, parce que ça, d'une, ça coûte moins cher pour y jouer, puis les règles sont quand même assez faciles et assez rapides d'accès. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, Fabien. Les règles sont assez simples, donc tu peux apprendre à jouer en dedans de 5 minutes, ce qui est vraiment le fun, parce que t'as pas comme 2 livres de règles à passer au travers, là. Sauf que le prix d'entrée, je suis pas tout à fait d'accord que c'est moins cher que les autres. Parce que une boîte de booster, c'est 125 à peu près. Mais non seulement ça. Canadiens. Ouais, puis mais je non seulement que c'est moins cher que ça, tu vois. Non, une boîte, là. Donc une boîte, je pense que t'as 30 boosters dedans, si je me rappelle. Sauf que la chose qu'il y a, c'est si tu cherches certaines cartes, ben il y a des cartes, tu peux payer jusqu'à 70$ la carte. Un peu comme Magic, hein. C'est le même type de jeu que Magic. Donc il y a des cartes qui coûtent extrêmement cher. Mais non, ce que les dernières nouvelles que j'avais eues de Fantasy Flight Games, c'est qu'ils ont eu... Bon, on sait que la première année, ça a été la catastrophe totale. Là. On pensait que le jeu était mort parce que le deuxième set, il est en retard genre de 9 mois. Mais là, depuis 1 an, là, les sets sont réguliers. À tous les 3 mois, il y a un nouveau set qui sort, puis ça se vend. C'est par contre, si tu... Alors moi, je me réfère au groupe Facebook, j'ai l'impression, et c'est peut-être juste une impression qu'il est quand même moins en moins actif, le groupe Facebook Star Wars Destiny. En tout cas, pour le Québec. Ouais, ben, moi, la boutique où j'ajoute mon stock, là, à Longueuil, là, il y a pas personne qui ajoute ça, là. Et si ça se trouve, moi, j'avais récupéré des cartes exclusives quand ils étaient venus faire une démonstration à je sais plus quel festival de jeux, là. Il y avait comme 2 cartes exclusives. J'ai foutu ça dans une boîte, ça se trouve, ça vaut une fortune et je le sais même pas. Ah oui, check eBay. Tu me montreras, mais il y a de fortes chances que ça vaut 30 centimes. Ah, c'est le début de la fortune. Si c'est celle que je pense, faudrait voir, parce que si c'est les cartes de tournoi, tu sais, quand ils font des packs de tournois, Fantasy Flight Games, ils aiment bien faire des cartes exclusives tournois, donc si c'est des cartes de tournois régionaux, ça vaut pas grand chose. Il y a les chances que ça soit un truc comme ça, ouais. Mais sinon, tu peux aller voir, je crois que c'est la boutique Valet de Cœur qui a un site internet sur lequel il détaille pas mal toutes les cartes et le prix. Ça peut donner à peu près une idée, quoi. Okay. Ouais, il y a pas une très grosse cote sur les cartes Star Wars Destiny. Hein. J'ai été étonné. Tu disais, ouais, $70 pour certaines cartes. Il n'y a pas tant de cartes que ça à $70, hein, finalement. Il y a beaucoup de cartes qui sont quand même relativement accessibles. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un peu comme Magic, il y a une rotation, hein, à toutes les années, comme c'est seulement les 2 dernières années qui sont bonnes dans les tournois puis tout ça, tout ce qui est sorti avant ne sont plus légales, les cartes. Donc une fois que ces cartes-là sortent, je sais pas pourquoi, c'est un peu comme le contraire de Magic, le prix baisse. Magic, c'est le contraire, les cartes, parce que Magic, il y a beaucoup de monde qui joue quand même avec le format comme ils veulent, tu sais, pas nécessairement légal, donc les cartes continuent à prendre la valeur, mais avec Destiny, c'est le contraire. Donc si tu cherches, mettons, les cartes du premier set, ce que tu paierais comme 300-400$, il y a peut-être 1 an, là, tu peux peut-être le trouver pour 200-250$. Donc c'est étrange, mais si tu cherches des cartes des nouveaux... si tu cherches des cartes des nouveaux sets, ben eux autres ils vont coûter plus cher, surtout si c'est des cartes que plusieurs personnes veulent avoir dans leur deck, là. On va passer à un jeu mobile qui est le nouveau jeu Resistance Racer, qui sur le coup, moi ça me faisait penser au jeu Racer qu'il y avait pour l'épisode 1 qu'on jouait sur PC et Nintendo et tout. Fabien, si tu peux nous donner quelques détails sur ce jeu. Ouais, je vais en parler rapidement parce qu'en fait, en faisant un peu mes recherches, je me suis rendu compte, donc il y a effectivement un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle Resistance Racer, mais qui est disponible pour l'instant qu'aux US sur l'application Disney Now, en fait directement via l'application Disney Now, qui est disponible sur l'Android, enfin le Play Store et sur le iOS Store. Donc pour l'instant, en fait, il est pas encore accessible ailleurs. On peut espérer peut-être qu'il le soit, mais ça ressemble à oui, un petit peu à Racer, mais j'irais même un peu plus loin, c'est un Wipeout-like un peu. Donc on a vraiment ces vaisseaux, on doit passer à travers les anneaux de Colossus, c'est des courses.
On joue principalement le Fireball, on peut le personnaliser. Bon, ça a l'air sympa. Il y a une petite vidéo qui a été diffusée. Ça donne envie. Est-ce que ça donne envie d'y jouer longtemps? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça avait l'air fun. Je mets quelques images sur le chat. Je trouve qu'il y a des trucs qui ont l'air sympas. Le fait de pouvoir personnaliser son vaisseau, notamment, ça a l'air d'être quand même assez cool. Puis ça a l'air d'être assez rapide quand même quand on regarde la vidéo. Il y a l'air d'avoir un petit peu de notion de vitesse, chose que c'est un des trucs que je reprochais moi à la série, que je trouve que quand c'est en vaisseau c'est un peu lent, mais là pour le coup je trouvais que la vidéo donnait assez envie. Donc si vous êtes curieux, je vous invite d'aller je vais vous mettre le lien sur le chat, d'aller jeter un œil à la vidéo je vais vous la retrouver, je vais vous la mettre dans 5 minutes sur le chat, la vidéo qui présente un peu ce truc là. Cool, excellent, merci. Alors, dernière nouvelle pour côté jeu de miniature, parce qu'on a d'autres nouvelles pour jeu, mais jeu miniature, nouveau set, une nouvelle extension qui a été annoncée pour le jeu Star Wars Armada. Set très attendu, car ça faisait plus d'1 an qu'il n'y avait pas de nouveau vaisseau qui était disponible pour Armada. Donc, Julien, si tu peux nous parler de ces 2 vaisseaux annoncés. Oui, absolument, vous ne rêvez pas, il y a bien une extension Armada qui arrive. Il y a d'ailleurs les plus grands oracles non plus ne l'avaient pas prévu celle-là. Mais en tout cas, nous avons donc 2 nouveaux vaisseaux en approche. Et pour ces 2 extensions, donc une pour les impériaux et une pour les rebelles, Fantasy Flight Games a dû sortir des sentiers battus puisqu'ils ont été cherchés dans les livres pour savoir où est-ce qu'on pourrait trouver des nouveaux vaisseaux. Eh bien, je trouve déjà leur design super sympathique, donc on va commencer avec le Rebelle, qui est le Nadiri Starhawk Expansion Pack, qui lui vient de la trilogie de livres Riposte, Aftermath, Aftermath, oui, c'est ça. Merci, Aftermath, en anglais, dans la langue de Shakespeare, qui est donc un vaisseau qui avait été décrit dans les livres et qu'ils ont décidé de designer avec... je trouve qu'ils ont été vraiment pas mal dans l'état d'esprit au niveau du vaisseau. Ouais, pas grand chose à dire sur le vaisseau, ça, je vais pas rentrer trop dans les détails des capacités, des choses comme ça, parce que ça intéresse pas forcément beaucoup de monde, mais en tout cas, c'est prévu pour le 3e quart 2019. Et pour contrer un vaisseau rebelle, quoi de mieux qu'un vaisseau impérial? Un vaisseau impérial qui, lui, vient directement du livre. Alors en fait, il vient plutôt du Star Wars The Rebel Files, donc un livre de référence, comme on appelle ça, qui est... Alors là, on est sur un espèce de navire impérial avec un énorme canon au milieu. C'est un peu le leitmotiv des 2 vaisseaux. On a l'impression que tous les 2 ont un énorme canon au milieu. C'est pas mal hein, pour contrer l'autre. On va pas rentrer trop dans les détails des capacités parce que je suis pas un ultra expert de Armada. Donc je pourrais beaucoup moins vous dire si je sens le vaisseau tricher ou pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien le design. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses sortir pour Star Wars. Ouais, j'aime bien celui des rebelles. Puis le vaisseau, apparemment, selon Fantasy Flight Games, il est plus gros que le Imperial Star Destroyer. Donc j'ai hâte de voir ça. Le modèle de quoi a l'air. Puis ce que j'avais remarqué aussi pour celui de l'Empire, c'est que son canon, comme tu disais, comme un canon central. C'est un canon un peu comme la Death Star qui est alimenté par les Kyber Crystal. Donc je sais pas si c'est un canon qui peut complètement... Je sais pas si ils vont faire que le canon charge à chaque tour, puis là tu peux l'utiliser une fois, puis s'il touche, ça détruit. Hein. Je pense que oui, parce que si tu regardes la base du vaisseau, tu vois qu'il y a une espèce de cône juste devant lui qui est beaucoup plus restreint au niveau de l'angle de tir. Ouais, c'est ça. Donc est-ce qu'il va y avoir un temps de chargement puis un tir? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas mal certain que tu pourras tirer avec, en tout cas à l'intérieur de ce cône. Alors, c'est vraiment 2 beaux modèles. Et c'est bien que Fantasy Flight Games continue de supporter le jeu. Et ils avaient dit qu'ils continuaient à supporter le jeu. Ils ont aussi annoncé que Clone Wars allait arriver dans ce jeu l'année prochaine. Donc ça va être super intéressant aussi.
Parce que Alors juste, quand même, mais pour donner un peu une notion de prix, parce que peut-être que ça vous tente d'acheter ces vaisseaux-là, faut savoir que le Nadiri Starhawk, qui est donc le vaisseau rebelle, c'est 80 US, et le Onega class Star Destroyer, l'impérial, c'est 60 US. Autant dire que on va pas en mettre 5 sur une table. Non, exact, mais c'est quand même pas si pire si c'est le seul jeu que tu joues, puis ils sortent 2-3 extensions par année. Tu peux pas dire que le jeu te coûte trop cher. C'est ça. Contrairement à le Superstar Destroyer qui est paru la semaine dernière, pour Armada, c'est une bête. Je l'ai vu à la boutique où j'achète mes produits, là. Ouf, il est très beau. Le prix aussi est beau, hein, 250. Oui, mais puis il faut la place pour le mettre, hein, parce qu'on est, ce que je te disais tout à l'heure avec le bunker, on est dans un complexe de pourquoi faire petit quand on peut faire énorme. Puis, comme Danny mentionne dans le chat, en plus, les modèles sont peints, contrairement à Legion, où que tu dois peindre tes figurines. Donc, c'est sûr, juste le fait, puis c'est la même chose pour X-Wing, hein, vu que les modèles sont peints, ben, déjà le prix est plus cher. Dernière nouvelle côté jeu. Dans la section jeu, nous avons eu des concepts qui ont été présentés pour l'épisode 2 du jeu VR Vader Immortal. Cicely, je sais que tu as joué à l'épisode 1, donc je vais te laisser nous parler de ce qu'on peut voir avec ces concepts de l'épisode 2. Okay. Premièrement, je vais vous envoyer les images dans le chat pour que vous puissiez les voir. Pour ceux qui ont malheureusement pas pu jouer au premier épisode, dans le premier épisode, on fait la connaissance d'un personnage mystérieux qui est aux côtés de Vader. La deuxième image que vous voyez, c'est le personnage mystérieux en question. On va en entendre un peu plus parler durant le deuxième épisode. De plus, on va apprendre à manier la force. Contrairement au premier épisode, on apprend à utiliser le sabre laser. Maintenant, ça va être la force. Et on va être un peu plus aux côtés de Darth Vader. Et malheureusement, on n'a pas de date pour l'instant pour la sortie de l'épisode 2. Et c'est sur une série de 3 épisodes pour ceux qui n'avaient pas eu vraiment énormément de détails sur la série. Les épisodes coûtent environ, je dirais, 11$ avec les taxes, donc c'est assez abordable. Pour le gameplay, c'est 45 minutes, ce qui est, selon moi, assez court pour une série de jeux, surtout pour le prix. C'est pas cher, mais 45 minutes, c'est assez court. J'avoue. Mais est-ce que c'est plus un jeu... Alors, parce que tu vas peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'on en a jamais vraiment parlé dans Star Wars en direct, mais... donc toi, tu les as, t'as un Oculus, c'est ça? Ouais, j'ai le Rift. Ok, t'as le Rift, donc t'as pu faire le premier, mais est-ce que c'est plus... Alors, c'est plus une série, c'est plus un jeu, c'est plus une expérience? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce truc-là? Parce que ça dépend aussi, je veux dire, 45 minutes pour comme un épisode de série, moi je trouve ça en masse. Pour un jeu, effectivement, ça peut peut-être un petit peu plus court, mais... Mais c'est un jeu dont t'es le héros principal. T'auras jamais son nom, vu que c'est toi. Et c'est très, très immersif. T'as à grimper, t'as à déverrouiller des portes. Faut que tu t'échappes. Bon, parce que tu te fais kidnapper par des Stormtroopers. Il y a vraiment de l'action, oui, tu fais pas ça. juste... Tu te bats au sabre laser. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'avais chaud quand j'ai terminé. Puis, je l'ai fait essayer à des amis, dont un de mes amis l'avait surnommé Ladder Simulator, simulateur d'échelle, parce que t'as souvent à grimper. Donc, si vous avez le vertige, c'est une mauvaise idée, parce que étant comme immersé dans le jeu, vous voyez rien d'autre que le jeu. Donc, si vous regardez vers le bas, vous allez tout de suite... comme une de mes amies, elle a le vertige, elle a tout de suite comme paniqué un peu. Même moi, j'avais les jambes qui tremblaient. Okay. Mais c'est très immersif. Moi, j'ai adoré ça. J'aurais préféré que ce soit beaucoup plus long. Mais en même temps,
si vous n'êtes pas habitué à la réalité virtuelle, 45 minutes, ça peut être un peu long parce que certains ont des migraines ou doivent retirer le casque après une trentaine de minutes. Mais c'est une expérience à vivre parce que t'as l'impression d'être vraiment dans l'univers de Star Wars. Contrairement à jouer à Battlefront sur une console ou un PC. Ouais, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer ça quand même. Franchement, j'espère que tu pourras nous le faire essayer. Oui, y a pas de parce que moi je suis très très curieux. Mais et avant Vador Immortal, s'il y en avait un autre qui était sorti, c'était. Ouais, c'était sur Tatooine, c'est ça là tu parles? Ouais, le truc, c'est ça. Ouais. J'avais un pote qui l'avait. Il y a aussi une simulation de réparation de droïdes. Ça dure 10 minutes si tu t'y attardes, mais t'es dans un vaisseau de la Résistance, puis t'es le technicien en réparation, si on veut. Donc, t'as à réparer quelques types de droïdes, mais c'est vraiment en cours. Il est gratuit, donc les gens, ils sont pas mis... c'est pas extraordinaire, mais... C'est une espèce de petite démo. C'est ça, oui. Ouais, Dany nous dit que c'est la vraie expérience originale, c'était Star Wars Kinect. C'était là. Non. Ouais, non, ben... Si. Souvenez-vous de ça, Star Wars Kinect. Avec la danse et le rencor, ouais. Ouais. Tu sais que j'avais été invité à Paris parce que je m'occupais quand j'étais avec l'association de QC de Génération Star Wars, des héritiers de la Force. Ils nous avaient invités à l'avant-première de ce truc-là. Fait qu'on avait fait comme un reportage, on avait filmé et tout. C'était dans un loft super luxueux dans Paris, vers qu'on s'appelle l'Arc de Triomphe et tout. Puis ils nous avaient fait essayer en grande pompe Kinect Star Wars. Puis j'étais comme sérieux que c'est débile, quoi. Genre, surtout quand on est arrivé sur l'espèce de truc de danse, là, avec Han Solo qui faisait n'importe quoi et tout, là. Oh, c'était mauvais, quoi. Autant le truc du rancor, moi j'avais testé, j'avais trouvé ça drôle, mais alors la partie, le reste, c'était vraiment pas terrible, quoi. Enfin, C'est un jeu à oublier. Ah ouais. Ah bah non, pourquoi tiens. tu oublié ça? Moi je vois déjà des Star Wars en direct live sur Kinect. Écoute, c'est sûr On qu'il va falloir le danserait faire. devant tout le monde, Il va falloir ce le serait faire. génial. Il va falloir le tester. C'est sûr. Quand on va vouloir faire nos épisodes de streaming de jeux rétro, là, ça tombe là-dedans, là. Ah bah oui, et puis je propose ça comme premier épisode, histoire d'écœurer tout le monde dès le début. Ouais, on se ramasse une gang, puis on joue ensemble, là. On fait ça. Et voilà. Je suis game. Ouais. Allez, rendez-vous est pris. Alright. Excellent. Parfait. Donc, c'est tout ce que nous avions pour nouvelles de jeu. C'est déjà pas mal. Moi, c'est déjà pas mal. Beaucoup de stock. Ensuite, nous avons quelques nouvelles concernant Galaxy's Edge, les parcs Galaxy's Edge. Donc, la première nouvelle est que nous avons une date de sortie ainsi qu'une affiche qui a été présentée pour l'attraction Rise of the Resistance. Effectivement, donc si vous suivez un petit peu l'actualité de Galaxy's Edge, vous n'êtes pas sans savoir que pour l'instant, alors d'une, il n'y a qu'un seul des deux parcs qui est ouvert, c'est celui de Anaheim j'allais dire en Floride, absolument pas, en Californie, et que donc le deuxième parc, celui d'Orlando, va ouvrir à la fin du mois d'août. Mais pour l'instant, que ça soit à Anaheim ou que ça soit dans le futur parc d'Orlando, il n'y a que l'attraction du Faucon Millenium qui est ouverte et pas celle de Rise of Resistance. Donc on a eu la confirmation des dates d'ouverture de cette attraction qui est annoncée comme étant l'attraction la plus importante, en fait, c'est surtout celle où il y a le plus de travail, celle qui a le plus d'immersion. Pour rappel, on va être capturé par un Star Destroyer, on est dans une espèce de petit module qui va se déplacer, il y a des Stormtroopers qui vont venir nous récupérer, on va croiser tout un tas de personnages des nouveaux films, Kylo Ren, Poe, Rey, etc. Et donc, ils nous ont annoncé les dates. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que donc ça va être celui d'Orlando qui va ouvrir en premier, donc le 5 décembre à Disney World à Orlando, donc l'attraction Rise of the Resistance, alors que donc à Disneyland, à Anaheim, ça va ouvrir le 17 janvier. Donc c'est quand même étonnant que le parc qui est ouvert depuis plus longtemps va avoir Rise of the Resistance en dernier. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est vraiment un drôle de... Je comprends pas cette décision-là, mais bon. Est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est une question technique? Est-ce qu'il y a eu
eu des retards dans la construction. On sait pas vraiment en fait le pourquoi du comment. Non. Est-ce qu'ils veulent comme celui d'Anaheim est déjà ouvert, est-ce qu'ils veulent se focus sur celui d'Orlando sur la fin d'année? C'est possible aussi, mais c'est bizarre de s'en priver pour les fêtes de Noël en fait. Peut-être que c'est ça aussi, c'est peut-être qu'ils veulent essayer de de réguler en fait la population pour les fêtes de Noël en se disant que s'ils l'ouvrent avant, il risquerait peut-être d'y avoir trop de monde. Donc ils veulent essayer de réguler ça. On sait pas trop, mais en tout cas, bon, on sait que ça va ouvrir. Il y a des rumeurs. On a eu des nouvelles aussi sur le parc de Paris qui a été annoncé depuis quelques temps là qu'ils allaient faire un land Star Wars. Il sera évidemment bien plus petit que les deux qui sont prévus en Californie et en Floride. Et a priori, justement, ça serait cette attraction là qui serait présente. Ça serait le Rise of the Resistance. On n'aurait pas forcément le Faucon. Donc à voir si ça sera sous le même format qu'aux États-Unis ou si ce sera une version remasterisée pour la France. Mais ça, il va falloir prendre votre mal en patience parce que c'est pas prévu pour tout de suite. Je crois que c'est 2023 ou 2024 que c'est prévu. Donc il y a encore un petit peu de temps, quoi. Puis là, ils ont annoncé Disney, c'est pas tout à fait c'est pas en lien avec Star Wars, là, mais ils ont annoncé un parc Marvel. Ouais. Qui est un peu dans le même concept que Galaxy's Edge, donc Disney c'est comme tching. Ah ouais, là tout de suite là ça va être de l'argent. Puis du coup à partir de la première semaine de février, donc on y sera avec Sébastien. On peut déjà vous annoncer qu'on va faire des sessions de live en fait directement là-bas. Donc on pourra vous donner nos impressions au sortir de ces attractions là et même du parc en général parce qu'on a très très hâte. Oui, je peux comprendre ça. Excellent. Cool, mais bon, on a vu que même si Galaxy's Edge amène beaucoup d'argent, il y a quand même quelques petits problèmes techniques, donc dont un manque de produits et même à certains moments un achalandage qui est un peu mitigé. Cécilie, si tu peux nous dévoiler les détails. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur Galaxy's Edge, ça m'a vraiment surpris. J'ai eu des nouvelles comme quoi le parc était vide, complètement vide, que les gens... les premières semaines se lançaient dans le parc, puis maintenant, le hype, il est passé. Mm-hmm. D'autres disaient que le parc était bondé, t'avais de la difficulté à te déplacer. Au niveau des produits, il y avait beaucoup de... comme par exemple, les cristaux de Kyber. Il en manquait. Ou dans le store, ce n'était plus disponible, c'était seulement disponible quand tu faisais ton propre sabre laser. Les jeux de Sabak, les Chewie en peluche avec les Porg n'étaient plus disponibles. Même chose pour certaines pièces de droïdes n'étaient plus disponibles. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient mécontents du manque de produits. Parce que quand tu te rends à ce parc-là, tu veux vivre l'expérience à 100%, et quand tu es prêt à dépenser pour un droïde $100 US pour faire ton droïde, et que tu peux même pas choisir complètement les parties que tu veux du droïde, c'est un peu frustrant, surtout ceux qui viennent de l'étranger, qui viennent pas de la Californie, ils se déplacent, les produits sont pas disponibles, puis c'est pas vraiment possible de les acheter sur Internet, sauf sur eBay. Et il y a beaucoup de visiteurs du parc qui achètent en grande quantité afin de les revendre sur eBay ou sur des sites dans ce genre-là et faire énormément de profit. Même que des gens ont volé des menus, des ustensiles, même les cartes qu'on te donne quand tu vas dans le Faucon Millennium avec le poste que tu vas faire, soit pilote ou copilote. Engineer. Les gens partent avec ces cartes-là que normalement, faut que tu rendes à la fin du manège. Ils vont les revendre sur eBay. Moi, je trouve ça complètement stupide. Pourquoi revendre des cartes ou même des ustensiles? Qui va acheter aussi des ustensiles qui viennent d'un parc? Le pays, c'est que ça se vend, c'est ouais. ça? Ben, le problème, c'est que ça se vend, oui, c'est ça. Puis Disney, lors de l'ouverture du parc, avait créé plus de 2000 items pour les sabres laser, les costumes, les jouets, les bijoux.
Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas prévu que le parc allait être aussi achalandé que ça et qu'ils ont mal calculé leur inventaire. Donc, ils ont en fait même une petite blague en disant que comme Hondo de Rebels, ils étaient toujours en retard dans leur shipment. Je trouve qu'ils auraient pu y penser un peu plus. Parce que les gens... Ils ont super mal géré, honnêtement. C'est ça, parce que les gens, ils se déplacent, puis ils ont même pas accès à 100% à l'expérience. Puis c'est surtout qu'il y a qu'un seul des deux parcs qui sont ouverts, c'est donc ça peut poser des questions sur le fait qu'il y a le deuxième parc qui ouvre dans 3 semaines maintenant. Ouais, c'est ça, ils vont être capables de fournir et tout. Mm-hmm. C'est ça, est-ce que Orlando, ils vont avoir du stock, est-ce qu'ils vont pas avoir été obligés d'envoyer une partie du stock prévu pour Orlando, de l'envoyer à Anaheim, etc. C'est un peu... Il y a beaucoup de questions par rapport à ça, en fait. C'est sûr. Et puis, alors, bon, les espèces de rumeurs comme quoi il y avait personne, ça, je pense que c'est vraiment juste des rumeurs, puis ça a été plus ou moins démontré déjà, parce qu'à chaque fois, il y a du monde, mais quelque part, c'est aussi bon signe, parce que ça veut dire que c'est pas non plus irrespirable, et c'est pas les photos qu'on avait bien voulu faire, des espèces de photomontages qu'on avait bien voulu faire au début de l'ouverture. Donc là-dessus, je suis quand même plutôt satisfait, ça a l'air d'être se réguler quand même plutôt bien, mais ça reste qu'il y a quand même des deux bonnes heures d'attente pour faire le faucon, je crois, autour de ça en moyenne, donc ou pour attendre sur certains trucs, parce que ça vise, c'est assez long aussi a priori. Ça vise workshop pour faire le sabre laser, donc ouais. Et même pour un autre problème, c'est pour l'accès au Gas Cantina, donc le bar qui a été créé, la cantina qui a été créée. Ils ont été vraiment obligés de restreindre le temps. Il faut réserver comme un 45 minutes, puis on peut pas rester plus, on se fait foutre dehors au bout, etc. Donc tellement il y a de monde et tellement il y a de monde qui veut y rester. Ça fait partie de l'expérience aussi, du manque un peu à gagner de l'expérience, mais bon, j'espère que ça va se réguler d'ici la fin de l'année, parce que il va falloir qu'ils gèrent l'arrivée, enfin les fêtes de fin d'année, donc si notamment au niveau des stocks des boutiques, etc., ils en rajoutent pas, ça va être du gros manque à gagner, puis ça va surtout ajouter beaucoup de mécontentement de la part des visiteurs. Et je comprends pas aussi pourquoi ils ont décidé d'ouvrir le parc à Anaheim quand il y a une ride qui est même pas terminée. Rise of the Resistance, il est même pas terminé, il est même pas ouvert, puis ils rouvrent quand même le parc. Ben, je pense que ça, honnêtement, je serais pas surpris que ça soit pour réguler l'achalandage, en fait, parce que ils savent très bien que test aussi peut-être. Ouais, un peu de tout, en fait, c'est ça exactement. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gros fans qui vont vouloir y aller dès le début, mais qu'il y a des gens qui vont, du fait qu'il n'y a pas les deux, qui vont attendre un petit peu, donc les premiers mois, ça permet justement de tester les trucs qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas, et notamment justement l'approvisionnement. Donc je suis pas si surpris que ça pour ce truc-là, mais je peux comprendre que ça peut être assez décevant par contre. Ouais. Mais on est sur des gros, enfin je sais pas si on se rend compte, mais on est sur des énormes investissements en termes de coûts financiers. Donc le fait d'ouvrir aussi, même si t'as qu'une seule attraction, c'est aussi une manière pour Disney de commencer à rentabiliser l'investissement, clairement, et d'avoir du cash qui rentre dans les caisses pour commencer à financer la suite, c'est-à-dire la construction la deuxième attraction, voire même la construction de l'autre parc, enfin de l'autre morceau du parc de l'autre côté des États-Unis. Donc le fait d'ouvrir en partie, c'est aussi une manière pour eux de faire rentrer du cash, de voir l'intérêt des gens, parce qu'évidemment, on s'entend qu'en tant que fan de Star Wars, on n'est pas forcément très malin tout le temps, et je me mets largement dans le lot, et dès qu'on voit un truc Star Wars, on a tendance un petit peu à courir vite. Et si tu mets ça au niveau mondial, ça fait de l'argent qui rentre. Ouais. À suivre, ouais. Puis de toute façon, Julien, tu vas nous en parler quand tu vas y aller au mois de février. Absolument pas. Non, c'est moi, c'est Fabien. Ah, pas Julien, excuse-moi, j'ai dit Fabien, ouais, t'as raison, excuse-moi. Voilà, c'est ça y est, ça a l'accent français, moi, ça nous confond. Moi, je vous tiendrai au courant. Ouais. Cool. Alors, dernière nouvelle de la soirée qui est dans la section collection. On a eu au Comic-Con de San Diego, Hasbro qui a fait une présentation sur ses produits à venir Star Wars, qui est surprenant. Il n'y avait pas tant d'annonces que ça qui a été fait. Non, c'est ça.
Excuse-moi Jeff. Du coup, j'ai aussi un peu, j'ai mis aussi un peu de côté 2-3 autres annonces qui ont été faites par d'autres entreprises à la San Diego Comic Con, et je vais commencer juste par Hasbro. Pour les autres, je vous donnerai juste les liens en commentaire sur le chat et puis je les énumérerai. Mais alors pour rappel, d'abord il y a le triple Force Friday cette année, pas juste un simple Force Friday, mais un triple Force Friday qui aura lieu le 4 octobre. Pourquoi triple? Parce que il va y avoir Mandalorian, il va y avoir aussi le jeu Jedi Fallen Order et donc l'épisode 9. Donc en gros, il va y avoir des produits qui vont sortir pour les 3 d'un coup au 4 octobre. Donc on en aura... Hasbro a clairement dit, on peut pas vous dévoiler tout de suite qu'est-ce qui va sortir au Triple Force Friday. C'est pour ça que finalement on n'a pas vu grand chose. Parmi les choses à noter, je dirais, ils ont un peu plus parlé des figurines qu'ils avaient déjà annoncées, qui étaient les figurines sur Galaxies of Adventures, que je trouve très intéressante. Je vais vous mettre le lien de l'article de la news sur mintinbox.net où on les voit assez bien. Donc qui sont les figurines qui font un peu penser à la série animated de Gentle Giant, ou un petit peu penser aussi aux figurines de comment c'était avec le jeu à figurines où on posait là. Disney Infinity. Ouais, Infinity, exactement. Ouais. Donc elles sont un peu stylisées quoi. Elles sont plus ou moins réussies, je vous dirais. Je trouve que le Han Solo est assez moyen. Mais bon, on les voit un peu plus. Sinon, ils ont aussi insisté un petit peu sur une nouvelle gamme qu'ils lancent, qu'ils appellent les Hyper Real, pour hyper réel, hyper réaliste, où ils vont sortir notamment un Luke et un Dark Vador, et ils l'annoncent comme étant la plus belle gamme ou la plus réaliste gamme qu'ils ont fait jusqu'à présent, etc. Je vais vous mettre le lien de l'article sur StarWars.com sur le chat. C'est ça, ils disent que le Vador c'est comme la plus belle figurine Hasbro qu'ils aient faite, ou du moins la plus accurate. Qui est disponible depuis jeudi en passant. Ah ok, elle est déjà dispo. Ouais, elle est déjà disponible. Ouais. Et mais elle a l'air vraiment jolie, honnêtement. Est-ce que tu sais à quel prix elle est dispo? Parce que je sais que le Luke est dispo à 80. Je crois. Je crois qu'elle est $100. $100 US? Ouais. Non, $100 canadiens. Je pense que c'est Amazon qui a l'exclusivité. Attends, je vais checker. Vas-y. Je vous ai mis aussi en lien le Luke qui est dispo à $80 US. Qui est vraiment sympa. Il faut savoir que les deux figurines sont super articulées, donc on peut vraiment les mettre dans différentes positions. Il y a plusieurs mains, il y a plusieurs accessoires, etc. Les coffrets ont l'air aussi assez sympas. Donc ça c'est des choses qui sont quand même assez cool et qui sont revenues un peu dessus pour la San Diego Comic Con. Mais pour moi, la plus grosse annonce qu'ils ont fait, c'est évidemment le casque Black Series de Boba Fett qu'ils ont annoncé pendant leur panel, et vraiment il est vraiment beau, puis il est annoncé comme étant le plus accurate aussi qu'ils ont fait. Ils sont allés récupérer le casque original qui avait servi pour Empire Strikes Back, qu'ils ont repris exactement toutes les égratignures, etc. Donc honnêtement, s'il est aussi beau en vrai que sur les photos, il est effectivement assez magnifique. Déjà, j'avais été vraiment surpris à la célébration du casque de pilote X-Wing de Luke, qui était en démonstration. Ouais. Alors certes, on sait pas si c'était exactement juste le prototype ou si c'était la version finale qu'ils allaient vendre, mais elle était vraiment chouette. Moi d'ailleurs, je l'ai précommandé, le casque de Luke. Je pense qu'honnêtement, le casque de Boba Fett, je vais pas tarder à le précommander aussi. Ça coûte $120 US. Moi, je sais que chez EB Games au Canada, j'ai préco mon casque de Luke pour $129 canadiens. Donc, c'est même pas si cher. Puis il me semble que le Boba Fett est aussi à ce prix-là. Donc, ah ouais, puis il est déjà en précommande au eBay Games. Là. Ouais, ils ont ouvert les précommandes la semaine dernière déjà. Honnêtement, je trouve que Hasbro, avec ses casques Black Series, ils ont commencé un peu... d'abord, on était un peu surpris quand ils ont commencé avec le Storm. C'était de bonne qualité, mais sans plus. Mais petit à petit, ils sont montés en gamme, et honnêtement, dernièrement, ça a l'air d'être vraiment sympa ce qu'ils font.
Je vous dis pas que ça sera des casques qui seront validables ou pas par la 501st, faudrait voir, je pense pas. Mais honnêtement, à mettre dans une vitrine, ça a l'air vraiment très très bien, quoi. Donc, même pour faire la job comme ça. Donc, il y a l'air d'y avoir plein de featurettes qui sont sympas, genre tu peux voir tu peux descendre le viseur, tu peux voir à travers, etc. Il y a tout un tas de sons qui sont incorporés. Donc, non, c'est assez cool, quoi. Ouais, il est vraiment très beau. Même le casque de Luke là, qu'ils ont annoncé au printemps, là, il est vraiment très beau lui aussi. Là. Franchement, le casque de Luke, pour l'avoir vu et avoir tourné un petit peu autour pendant un peu au Star Wars Célébration, franchement, j'ai hâte de l'avoir entre les mains parce que il est vraiment cool. Puis honnêtement, je pense que quand je le recevrai, je vais sûrement essayer de faire une petite vidéo unboxing ou un petit comparatif avec le casque que je me suis fabriqué, juste pour qu'on puisse voir la différence entre un casque issu d'un kit d'un maker et ce Hasbro Black Series. Mais j'ai hâte d'avoir les deux entre mes mains. Honnêtement, le Boba Fett, je vais pas tarder à le précommander aussi, quoi. Ouais. Excellent. Sinon, donc moi je voulais revenir sur 2-3 choses aussi qui ont été annoncées pendant la San Diego Comic Con. À commencer d'abord il y a eu un panel sur le musée de George Lucas qui va ouvrir à Los Angeles. Donc on en sait un petit peu plus sur le musée. Donc ça va s'appeler le Lucas Museum of Narrative Art. Donc centré sur l'art narratif évidemment, centré sur les réalisations entre guillemets de George Lucas, ou du moins sur ses univers, mais pas seulement. Et notamment, ce qu'on a appris, c'est que il va y avoir la maquette de la Death Star 2 qui va être notamment exposée sur place. Donc la Death Star 2, celle du retour du Jedi. Donc la maquette originale qui était conservée et qui sera exposée au public. Donc c'est quand même assez cool, il y a tout un tas de storyboards originaux qui sont prévus, des concept art de Ralph McQuarrie qui seront aussi ici présents. On sait aussi qu'il va y avoir une partie Indiana Jones, il va y avoir une partie Willow. Parmi Indiana Jones, on sait qu'il y a tout un tas d'artefacts, il a été annoncé qu'il y a tout un tas d'artefacts qui seront proposés, des artefacts originaux, des props originaux, notamment, d'après ce que j'ai compris, l'arche d'Alliance en fait du premier Indiana Jones. Donc vraiment beaucoup de choses sympas en fait avec ce musée. On en apprendra beaucoup plus dans les semaines et mois qui arrivent, je pense, mais c'est vraiment cool, je pense. Donc, on aura aussi tout un tas de sabres laser originaux qui ont été utilisés. Enfin, en gros, ils vont ressortir pas mal de choses qui traînent dans les archives depuis longtemps, et puis ils vont les mettre au public, donc ça va valoir le coup d'œil et la visite à Los Angeles. Oui, effectivement, ça va être vraiment intéressant. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse de l'article de Mintin Box qui en parle un petit peu, donc allez y jeter un œil, c'est assez cool. Autre chose d'un peu sympa aussi, puis toujours en rapport avec George Lucas, Gentle Giant a annoncé un buste bronze de George Lucas. Alors j'ai trouvé ça assez drôle parce que je vois pas, moi perso je me verrais pas mettre ça dans mon salon, mais je le trouve quand même assez chouette et il est quand même bien fait. Dernièrement, ce que fait Gentle, c'est en général assez moche, et pour le coup, celui-là est plutôt réussi au niveau du visage. Donc voilà, bon, ça c'était la petite news rigolote de Gentle. Je vais vous mettre là aussi l'article si vous voulez voir d'autres photos. Il ressemble un peu au Colonel Sanders. Ouais, c'est vrai. Il est un peu ça. Mais bon, non, je suis surpris. Ben, c'est comme Hasbro qui avait fait une figurine de George Lucas il y a quelques années. Ouais, mais à la rigueur, la figurine de George Lucas, tu peux te permettre d'acheter ça, tu vois, parce que ça te coûtait pas trop cher. Là, qui va acheter un buste super gros de George Lucas pour mettre dans son entrée, tu sais? Franchement, les mêmes personnes qui achètent des fourchettes et des couteaux du eBay, ouais, c'est ça, et voilà. Ouais. Ils en ont du cash, ils savent pas quoi en faire. Julien a trouvé le mystère, il a résolu le mystère. Mais attends, il faut se rendre compte, et on est 7 milliards sur Terre, et aux États-Unis, ils sont plus de 300 millions. Il y a forcément des fans de Star Wars qui ont du cash. Ah, oui, ça c'est sûr. Mais je comprends le point de vue de Fabien, c'est comme, tu sais, on est tous, tu sais, George Lucas, c'est vraiment comme l'inspiration, parce que, tu sais, on est tous fans de Star Wars, pis tout, mais à un point que t'achèterais un bus puis tu mettrais ça sur ton terrain ou dans ta maison à quelque part. Parce que c'est un gros bus, quoi. C'est pas un petit bus comme... C'est pas un dieu, là. C'est pas une religion, là. Non.
Mais bon. Encore, franchement, ça aurait été un bus de la taille, tu sais, des bus classiques Gentle Giant, là, donc je sais pas en termes de pouces ou en centimètres, je sais pas trop combien ça fait, mais vous voyez tous de quoi je parle. Ça aurait été ça, à la rigueur, franchement, j'aurais trouvé ça fun, et puis, tu sais, pourquoi pas, tu sais, je pourrais comprendre qu'il y a des gens qui, pour 80 balles, 100 balles, pourraient acheter ça pour mettre dans la collection au milieu des autres bus Gentle Giant. Mais alors là, un bus comme ça en bronze, enfin, je sais pas s'il est officiellement en bronze en entier, mais enfin, qui est aspect bronze, ouais. Je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, on peut noter qu'il est quand même bien fait et qu'il est quand même chouette. Donc, ça m'a fait rire cette news, donc j'ai voulu la noter. Du côté de Kotobukiya, un petit truc que j'ai noté, c'est qu'ils font une série, alors je sais pas si on peut appeler ça une série, mais ils vont sortir 2 statues que j'ai trouvé très sympa, ou du moins on a juste le proto de la première, mais on a un peu le design sur l'image que je vous mets dans le chat, qui est plus orienté un peu animé. Donc un peu, je sais plus comment on appelle ça là, ces statues là, mais un peu comme la Jenna qu'ils avaient sorti pilote. Mara Jade. Ouais, et la Mara Jade qu'ils avaient sorti aussi il y a quelques temps. Je trouve que ça a un nom spécial, ces statues-là, au Japon. Je me tromperai, donc je vais pas dire de conneries. Mais honnêtement, le prototype est assez sympa, donc si vous êtes curieux d'aller voir ça, il n'y a pas de date de prévue, mais j'ai trouvé que c'était assez sympa et que c'était à noter. Donc, je vous mets le lien de l'article. C'est les statues Bishujo. Ah, Bishujo, exactement, c'est ça. Donc c'est un peu dans cette série-là. Danny a mis dans le chat l'image de Mara Jade puis de Jaina. Tout à fait, c'est les deux. Donc c'est vraiment dans la même lignée. Moi, la Jenna, je l'ai toujours trouvée super belle. Ça a toujours été un de mes regrets de ne pas l'avoir achetée. Maintenant, elle coûte un petit peu cher à la trouver. Donc, Puis il faut se dire que Kotobukiya fait toujours enfin, c'est quand même un spécialiste de la figurine. Hein. Ils en sortent un nombre impressionnant au Japon, pas que sur Star Wars, évidemment. Non. Mais la particularité de Kotobukiya, c'est qu'ils font des statues en PVC, donc en plastique, qui sont quand même relativement accessibles. Ouais. Dans le sens où c'est pas $300 la statue. Ouais, comme c'est pas de la résine et comme c'est du PVC, du coup ça les rend plus accessibles. Et puis en général elles sont démontées, fait que tu as juste à les monter. Et du coup elles sont transportables, elles sont un peu moins fragiles du coup. Mais le résultat est toujours assez chouette. Donc, ouais, c'est des très belles... Kotobukiya, c'est des très belles qualités de figurines. Ouais, effectivement. Et voilà. Et sinon, alors... C'est rare que je parle de Gentle en ce moment parce que autant à une époque j'aimais beaucoup leur bus, mais alors autant je trouve que tout ce qu'ils font dernièrement c'est nul, à part les casquets, donc les Storm ou genre de trucs qui sont encore corrects, mais alors dès que c'est des personnages humains, je trouve que les dernières elles sont vraiment moches. Mais ils ont annoncé qu'ils allaient ressortir un nouveau buste de Tarkin, un mini buste qui alors on a juste le proto et le 3D, le mesh 3D, et le 3D est vraiment chouette, donc on sait que c'est un des minibus qui avait eu le plus de succès, le premier Tarkin, mais ils en avaient pas ressorti d'autres, et donc là, ils ont annoncé un nouveau qui a l'air sympa. Donc à voir si le résultat est aussi bien que le 3D, mais voilà, j'avais noté ça parmi les sorties intéressantes et les annonces de la San Diego Comic Con. Cool, merci Fabien. C'est sur ce que nous allons terminer l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, soit par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode qui va être sur notre page starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram, notre chaîne YouTube, ainsi que sur Discord. Les prochaines émissions, on a une critique de Tron Treason qui s'en vient dans les prochaines semaines. J'ai terminé le livre, donc nous allons faire une critique bientôt. Très bon livre en passant, donc si vous avez la chance de lire Tron Treason, je vous le conseille fortement. Dernier rappel en ce qui concerne notre petite boutique sur starwars.direct section boutique, vous pouvez vous procurer des t-shirts de Star Wars en direct, et si vous êtes en Europe, il y a aussi des tasses disponibles. Et on rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. On remercie encore une fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show.
Donc, de la part de Julien, Fabien, Cicely et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.